Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de file system, de système de fichiers sous Linux et principalement sur les systèmes embarqués. Voici quelques références que j'ai utilisées pour ce cours. Euh, Ici, on a une vue synthétique des différents systèmes de fichiers que l'on retrouve dans les systèmes embarqués. Ce cours provient du cours de Monsieur Gachet, du cours CISL de Monsieur Gachet. On a des file systems qui sont mémoire RAM. D'accord. Et d'autres file systems qui sont mémoire persistante sur des flashs qui sont faites avec des ports NOR ou de plus en plus avec des ports NAND. Dans les technologies qu'on a sur les flashs, on a deux catégories. MTD, Memory Technology Device, et puis les MMC, Multimedia Card. Et on a différents types de file systems qui se trouvent sur ces deux technologies. Dans la mémoire RAM, on a des différents types de file system aussi, des TMPFS et des RAMFS qui se trouvent en mémoire RAM et qui ne sont pas persistantes, c'est-à-dire lorsqu'on arrête le système, eh bien, le contenu est perdu. Quand on doit faire un choix pour un file system, on a différents critères à respecter. Déjà, première chose, est-ce que les données sont volatiles? Si elles sont volatiles, donc on peut prendre TMPFS, qui sera plutôt ce choix-là que RAMFS, on le verra un peu plus tard. Si les données sont persistantes, est-ce que les fichiers sont read-only? Si c'est read-only, eh bien on va prendre un SquashFS. Typiquement, on est ici, et puis il n'est pas noté, mais on aura un SquashFS ici par exemple, ou ici. Un SquashFS qui va être utilisé, qui garantit que les données sont euh, non modifiables. Si on doit pouvoir modifier les données, on va utiliser soit Memory Technology Device, une technologie de ce type-là, avec ses différents types de file system ici. De préférence, on va prendre un UBFS, qui est basé ici, qui permet d'identifier euh, les blocs de la mémoire qui sont défectueux et de ne plus du tout utiliser ces blocs. Et si on utilise des multimédia cards, eh bien on va utiliser, alors, actuellement c'est EXT4 qui est le plus conseillé. On va voir qu'il y a d'autres file systems que l'on peut aussi utiliser qui ont certains avantages et qui sont peut-être encore un peu jeunes par rapport à EXT4 pour pouvoir être utilisés sur des systèmes embarqués. Alors, cette technologie MMC, Multimedia Card, c'est une technologie qui date de 1997, qui est basée sur des mémoires NAND. Vous avez des Embedded MMC qui sont strictement la même chose, sauf que c'est le packaging qui est différent. Vous avez des BGA et très souvent ces cartes sont soudées sur la carte. Ces mémoires sont soudées sur la carte et livrées avec. Et puis vous avez les SD cards, Secure Digital Card, qui sont basés sur cette technologie-là et qui ajoutent des caractéristiques de sécurité. Alors si de manière générale, ces mémoires MMC et MMC SD card sont composées de trois éléments. L'interface MMC, qui permet d'avoir une communication vers le host. La partie centrale ici, Flash Translation Layer, qui est principalement un petit contrôleur qui permet d'aiguiller les blocs que l'on veut écrire depuis ici dans la mémoire, qui permet d'aiguiller ces blocs vers des zones mémoire qui ne sont pas endommagées. Et ça permet, parce que ces blocs mémoire, si on les utilise trop souvent, ont tendance à s'endommager. Et ce contrôleur qui est ici va aiguiller l'information dans un bloc qui est toujours valide. Voilà. Donc il va gérer les bad blocks,
etc. Il va euh, faire en sorte que l'accès à la mémoire ici, qui peut, comme j'ai dit avant, peut être endommagé, eh bien, se fait de manière la plus souple possible. Quelques file systems que l'on retrouve dans les systèmes embarqués. Alors, les traditionnels ext4, 3, 2. Vous avez, on va reparler beaucoup plus en détail après, principalement de ceux-ci ici. Celui-ci, BT RFS File System, File2FS File System, etc., qui sont différents types de file systems avec différentes caractéristiques et différentes manières de travailler. Le SquashFS, dont on a parlé précédemment, qui est un read-only, et ces deux file systems qui sont des file systems temporaires qui se trouvent en mémoire RAM. Ces file systems-là vont être utilisés sur ce type de mémoire qui est ici, les Memory Technology Device. Alors, on va voir différentes grandes catégories de file systems. Les file systems qu'on appelle Journalized File System. L'idée, c'est lorsque l'on écrit sur un file system et qu'il y a une coupure et qu'il y a une perturbation, etc., c'est que l'écriture est toujours valide. Les données qui sont écrites sur le disque dur, sur la SD card, etc., sont valides. Alors, on a une possibilité de faire du journaling. On va voir après d'autres possibilités comme le B-tree, etc. Donc, le journaling, qu'est-ce que c'est? C'est un journal qui permet de restaurer un file system qui a été corrompu. Le principe, c'est qu'on écrit en premier les modifications dans le journal et ensuite les modifications sont appliquées sur le disque. Si il y a un problème lors de l'écriture, par exemple une coupure d'électricité, etc., on doit pouvoir retrouver un file system qui est consistant en utilisant les données actuelles et le journal, et on doit pouvoir redémarrer le système sans problème. Si le journal n'est pas consistant, eh bien on va annuler les modifications. Si le journal est consistant, on va réécrire les informations qui sont dans le journal dans le disque dur réel. Quelques file systems de ce type-là, ext3, ext4, XFS Visualizer 4. Une autre façon de garantir que les données soient écrites de manière correcte sur le file system, c'est ce qu'on appelle le B-tree. C'est une structure en arbre binaire, et puis le principe, c'est qu'on fait un copy on write. Quel est le principe? L'original storage n'est jamais modifié. Par exemple, ici, on a un file system qui est comme ce qui est ici, avec un état initial. On veut écrire des blocs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne touche pas en bleu le file system initial. On écrit les deux blocs. On met à jour les blocs indirects. Et puis, en dernier ressort, si on regarde, on met à jour les blocs indirects, mais en bleu, on a toujours les blocs précédents qui sont sur le disque. Et en dernier recours, on fait une opération atomique qui lie le bloc de tête vers les mises à jour qui ont été faites. Et après, tout ce qui est le bleu, tous les blocs bleus qui étaient derrière sont libérés. Et ça garantit que les données sont écrites de manière consistante sur le disque dur. Les systèmes les plus connus, c'est ZFS, B-tree File System, et puis NIL File System 2. Vous avez une troisième technologie qui permet de garantir que les données sont consistantes sur le disque dur, c'est ce qu'on appelle les log files.
les log files sont vus comme un buffer circulaire et les nouveaux blocs sont écrits toujours à la fin du système. Si on prend un exemple, on a un état initial où on a les blocs 1, 2, 3, 4 qui sont écrits. C'est l'état initial. On modifie les blocs 1 et 3. D'accord. Les blocs 1 et 3, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les modifie et on les écrit à la fin du file system. C'est pour ça qu'on parle de buffer circulaire. On les écrit ici. Et ces blocs 1, les anciens blocs 1 et 3 ne sont plus accessibles. Et à un moment donné, eh bien, on va copier les blocs 2 et 4 à la fin du file system et libérer ces blocs qui sont là. C'est pour ça que là, on voit vraiment un file system de type circulaire. Et admettons que ça, c'est le disque dur complet. On doit à nouveau écrire des nouveaux blocs. On va réutiliser ces blocs qui sont là. Ça a comme avantage, c'est d'utiliser vraiment tous les blocs de la mémoire SD card, et de lisser vraiment il n'y a pas de blocs qui sont plus utilisés que d'autres. Tous vont être utilisés quasiment avec la même taux d'utilisation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, comme file system qui travaille de ce type-là, on a ces file system ici qui vont utiliser cette technologie. Donc on a vu comme grande technologie principale, on a le journaling, les B-tree et puis les log file systems. Alors maintenant on va voir ces EXT2, 3, 4 file systems. Vous avez le 9 ici qui est un très bon document sur les différents types de file systems qui existent. Ce file system est vraiment utilisé énormément avec Linux. Il a été créé, alors EXT a été créé en 1992, EXT2 en 1993. EXT3 a introduit la notion de journal en 2001 et EXT4, il y a une version stable qui a été mise dans le kernel en 2008. Si on prend celui-ci, B-tree File System, c'est un nouveau, entre guillemets, par rapport au EXT4, la technologie des file systems EXT, qui a été fait en 2007 et qui utilise ce B-tree File System. Il est considéré comme stable depuis 2014. OpenSUSE l'utilise comme file system principal, comme root file system principal. Red Hat l'a utilisé et ils ont décidé en 2017 de stopper l'utilisation de ce file system là. Je n'ai pas trouvé d'explication valable qui justifie ça. Donc je donne simplement le fait, mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Ce file system est inspiré de RiserFS et puis de ZFS. Theodore Tsou, qui est le développeur principal de XT3 et XT4, dit que ce file system là est mieux. Il y a plus de features, plus d'améliorations que XT4 et permet une scalabilité, une reliability et un management beaucoup plus aisé que XT4. Donc celui-ci est promis à un... Apparemment, il a un bon avenir. Ce file 2FS, Flash Friendly File System, c'est un log file system qui utilise, c'est un log file system qui a été fait principalement pour l'utilisation de mémoire flash avec tous les avantages des log file systems où on a tous les blocs mémoire de la mémoire flash qui sont utilisés de manière identique. Voilà.
Vous avez le Flash Friend. Oh, XFS, là, il y a une erreur ici. C'est un file system qui a été développé en 93, qui a été mis dans le noyau Linux en 2001. C'est un file system qui utilise le journaling, qui supporte vraiment les grands fichiers. Il permet une extension facile, assez aisée. Par contre, il semblerait que pour les systèmes embarqués, il supporte moins lorsqu'il y a on a une coupure de courant dans un système embarqué. C'est quelque chose qui apparaît souvent, qui peut apparaître souvent, et c'est un système embarqué qui supporte moins ce genre de problème. Celui-ci, qui a été développé par Nippon Telegraph en voilà, qui a été mis dans le noyau Linux il y a un certain temps, c'est un log file system qui utilise ce copy on write, puis c'est la caractéristique. Ah, dans celui-ci, non, non, c'est un log file system et qui utilise le copy on write comme les B-tree. Donc il est un peu à cheval entre les B-tree et log file system. Et vous avez celui-ci qui permet ZFS zettabyte pour les file systems extrêmement grands. Euh, il est utilisé pour les file systems extrêmement grands. C'est un B-tree qui il y a vraiment une garantie d'intégrité des données extrêmement forte. Il supporte, c'est comme son nom l'indique, vraiment les file systems extrêmement grands. Il y a apparemment un problème de licence qui n'est pas compatible avec Linux. Il n'est pas intégré dans le noyau Linux apparemment à cause de ce problème de licence. Ici, euh, d'après la référence 9, comme conclusion, on va voir les performances, les caractéristiques et l'évolution de la scalabilité des file systems. EXTI4 est actuellement la solution qualifiée de la meilleure pour les systèmes embarqués avec les mémoires MMC. F2FS et puis FS2 ont apparemment des performances pour l'écriture qui sont intéressantes. Celui-ci est qualifié d'être la prochaine génération pour les file systems. Il semblerait que celui-ci est plus simple, avec des caractéristiques comparables. Et puis celui-ci, il n'est clairement pas aussi scalable que ces deux file systems-là. Donc on peut faire une sorte de triangle comme ça, où on a la vitesse, la fiabilité et puis les caractéristiques. Et puis on a ces différents file systems qui se représentent là-dedans. Alors on va voir maintenant comment, pour ces différents file systems ici, comment est-ce qu'on peut les utiliser dans les systèmes embarqués. Donc celui-ci c'est EXT2, c'est le système qui date de 1993 je crois, qui n'a pas de journaling. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser du block mapping. Il va réserver des blocs relativement grands de manière à éviter la fragmentation sur les disques durs. Puisqu'il n'a pas de journaling, il est sensible aux coupures de courant. Et puis, lorsque le système EXT2 remonte, il y a chaque fois un contrôle qui est fait avec ce programme-là qui va checker est-ce que ce file system est consistant ou pas. EXT3, voilà, il date de là. Il a un système de journaling qui garantit que les données sont consistantes sur le disque dur. EXT4, c'est une évolution de EXT3, il est backward compatible avec EXT3 et EXT2. Il supporte ces grandeurs de fichiers. Et il utilise des extends à la place des block mapping de manière à éviter la fragmentation. C'est principalement ça le rôle ici.
quelques commandes. Donc, lorsqu'on veut travailler sur un file system, on doit créer une partition avec une commande parted ou bien fdisk qui va vous permettre de créer des partitions de type ext4, etc. Ici, on doit formater la partition en donnant un nom à la partition. On peut modifier ces partitions-là, ont des configurations par défaut. Et avec ce programme Tune2FS, il est possible de modifier. On va voir juste après les paramètres que l'on peut avoir pour ce type de partition. Et on peut modifier au vol, sans arrêter le file system, ces paramètres. Si on veut contrôler la configuration de ext4, la commande mount va vous donner les paramètres actuels. Et puis ces commandes-là vont permettre de modifier et puis de faire un dump, c'est-à-dire d'afficher les paramètres qu'il y a pour cette partition. Si on veut utiliser une partition ext4 sous Linux, c'est toujours la même chose, donc c'est la commande mount, avec le type de partition, le node file, ici, et puis le point de montage qui nous permet d'accéder à cette partition. Ici, on peut modifier des paramètres, donc c'est la même commande, mais avec d'autres paramètres que l'on va voir juste après. Et on retrouve notre node file et puis le point de montage. Sur Buildroot, sur le NanoPi, si on veut avoir ces options ici, on doit modifier le BusyBox de manière à obtenir ces commandes et puis ces commandes de formatage. Alors on va voir ici, c'est les options que l'on peut avoir pour ext4. Ces options peuvent être modifiées lors du mount, comme on l'a vu ici, ou peuvent être modifiées avec cette commande-là, on the fly, sans arrêter le file system. Donc on a déjà mentionné plusieurs fois que les writes sur des systèmes de type MMC, SD card, etc. sont pas trop conseillés parce qu'elles s'usent rapidement, surtout si on écrit toujours la même information sur le même bloc pour certains types de file system. Eh bien, on va essayer avec ces paramètres qui sont là d'éviter d'écrire trop régulièrement des informations sur le disque dur. Typiquement, cette option No Time ne va pas faire un update de l'inode Time Access. Typiquement, quand on accède à un fichier, vous pouvez indiquer sur le fichier à quel moment il était accédé. Donc on va faire un write sur le disque dur et si on met no time, eh bien il ne va pas indiquer à quel moment il est accédé. Même chose pour les répertoires. Et si on doit pour certains programmes avoir ces informations-là, on a cette option real time qui va remplacer ça et qui va restreindre le nombre d'accès sur la mémoire physique de la SD card. D'autres options ici qui concernent le journaling. Le journaling, on a cette option Data Journal, Data Order ou Data Write Back. En premier, si on a ça, on écrit les données en premier dans le journal et ensuite dans le Mine File System. C'est la version la plus sûre de faire ça, mais il semblerait que les performances sont moins bonnes que pour les autres ici. Donc là, il y a un compromis avec Data Ordered. C'est le mode par défaut. En premier, on écrit dans le Mine File System et ensuite dans le journal. Voilà. Il est juste le contraire de celui-ci. Et puis le Write Back, on n'est pas sûr. Tout dépend comment est-ce que le système, le ext4 détecte
le comportement de la SD card. Les datas peuvent être écrites dans le main file system et après ici, ou le contraire. Written into the main file system after the date. Voilà. Donc en premier écrite dans le file system et dans les métadonnées du journal ou le contraire. Donc tout dépend. Il y a un système dans EXT4 qui détecte comment est-ce que la SD card se comporte et puis il va choisir l'un ou l'autre ici. Il semblerait que c'est celui qui a le throughput le plus le meilleur. Alors vous avez barrière. Voilà, pour le barrière, vous avez les données qui sont écrites en mémoire volatile, qui sont écrites forcément dans la RAM, et ça force d'écrire les données de manière sûre sur le disque dur. Ça, de manière sûre, à intervalles réguliers sur le disque dur. C'est clair qu'il y a quelques performances qui vont être, les performances vont être un peu plus basses. Euh, le discard, vous avez si certains blocs de l'SD card ou de la carte MMC ne sont plus disponibles, eh bien ça va indiquer les blocs qui ne sont plus disponibles parce qu'ils ont des problèmes d'écriture, etc. Vous pouvez insérer des ACL, on le reverra dans un prochain cours, qui sont les Access Control List, qui permettent d'avoir des contrôles sur le file system plus étendus que les contrôles de base de Linux. C'est plus seulement le read, write, execute pour le user, le group user et puis les autres. Il y a plus d'options possibles. Vous pouvez avoir sur EXT4 des User Extended Attributes propres à EXT4. Vous avez l'option Default qui indique que on est en read-write sur ce disque dur. SUID, set user identifier, set group, set user ID, set group ID, ce sont des bits pour chaque fichier peut avoir ses bits activés ou pas. Et ici, ça permet l'activation de ces bits. On le verra dans un autre cours à quoi servent ces deux bits, set user ID puis set group ID. Dev, Interpret Character on Block Special Device on the File System. Vous avez les slash dans ce répertoire slash dev, vous avez des note files et avec cette option-là, on peut permettre ou ne pas permettre l'option de note file sur un file system. Il permet l'exécution de binaire ou pas. Tout dépend, par exemple, vous avez une carte, un memory stick. Et bien, dans un memory stick, on le verra, on peut supprimer ces options ici de manière à augmenter la sécurité du memory stick. Empêchez que sur un memory stick, vous avez des programmes exécutables, des programmes, des note files qui se trouvent sur un memory stick ou des programmes qui ont ces bits mis à 1. Automatique, quand le système démarre, on fait un mount avec l'option A ici, et puis ce mount avec l'option A va automatiquement faire un mount du file system. No user, normalement on peut dire que seul le root peut monter le file system. Asynchrone, tous les input-output peut être fait de manière asynchrone ou synchrone si on ne le met pas. Voilà, ça veut dire que ça est écrit principalement en premier dans la mémoire RAM et après un certain temps, il y a un flush qui est fait sur le disque dur. Vous avez dans slash etcfs tab sur l'anopi aussi ce fichier qu'est-ce qu'il contient. Vous avez toutes les informations des différents file systems. Et quand le système démarre, eh bien, vous avez un mount-a qui va être fait et qui va monter ces différents file systems ici. Alors, comment ça se passe? Vous avez le node file qui est ici.
le point de montage, où est-ce qu'on monte ce file system, le type de file system, et puis les options qui dépendent de chaque file system euh, qu'on veut avoir. Par exemple ici, sur le répertoire TMPFS, qui est un répertoire qui est en RAM, on le reverra un peu plus tard. Le point de montage, c'est le fichier slash, le répertoire slash temp. On a ces flags par défaut. Donc default, ça veut dire qu'on a ces flags qui sont mis. Et puis on a no setuid, no exec, no dev, et puis read write. Voilà. Donc on ne peut pas avoir sur ce file system des fichiers qui ont le bit SUID qui est mis à 1. Il n'y a pas d'exécutable, il n'y a pas de note file qui se trouve là-dessus. Et ça permet de renforcer la sécurité dans un système, dans un file system. Voilà, c'est ce qui est indiqué là. Vous avez une option dump qui est utilisée pour les backup file systems. C'est plus tellement utilisé ça là. Et puis c'est plutôt utilisé pour des file systems de type ext2. À chaque redémarrage, on pourrait dire que, par exemple ici, comme c'est le 1 qui est là, qu'à chaque redémarrage, vous avez le programme qui va checker le file system pour voir s'il est consistant ou pas. Mais avec des file systems de type ext4, on n'a plus besoin de ce genre de choses. Vous avez le scheduler. On peut influencer le scheduler, c'est-à-dire comment est-ce que les blocs vont être écrits sur le disque dur. Et puis vous avez pour ext4 trois caractéristiques NOP, deadline, CFQ. Et puis on peut changer ce scheduler là avec une commande comme ça. Si je fais un cat, ça c'est un file system virtuel qui dialogue avec le kernel. Et puis vous avez le scheduler qui est indiqué ici. Si je fais echo nop, je vais changer de scheduler là-dedans. Et puis si maintenant j'écris sur test, ah voilà, OFTest, voilà, ouais, OFTest, voilà. Si j'écris des zéros dans un fichier, sur un fichier, eh bien, je peux mesurer ces temps. C'est ce qui a été fait ici pour les différents schedulers. Avec une SD card donnée, eh bien, on obtient ces différents temps ici pour écrire ce nombre de bytes là-dessus. Et on voit qu'il peut y avoir quelques différences ici. Généralement, ce scheduler, on ne le change pas. Chose plus importante, c'est l'alignement de la partition. Quand vous créez une partition, on a toute la SD card qui est là. Je crée une partition à partir d'un certain bloc. Ici, par exemple, c'est le bloc de départ. Voilà. Il commence au bloc comme ça et puis se termine à celui-ci ici. Il est conseillé, pour des questions de performance, que le bloc de départ, c'est un multiple de 2 à la puissance 20 d'un mégabyte. C'est conseillé ça là. Ça permet d'avoir des performances plus grandes que si ce n'est pas un multiple de ça. Voilà comment est-ce qu'on peut créer ça là, soit avec la commande fdisk, soit avec la commande parted. Notez que ça là, c'est quelque chose qui est propre à toutes les partitions. Voilà. Commencez toujours à un multiple de 2 puissance 20 d'un mégabyte. Si vous devez utiliser F2FS, on doit installer des outils pour bien comment on appelle, formater la partition. Donc là, vous avez les différents outils à installer. Sur le NanoPi, on peut faire un mount d'une partition. Typiquement là, je suis sur un ordinateur avec, on voit la SD card comme la troisième partition SDB3. Et puis je formate cette partition en F2FS. Et ici, je peux y accéder
en indiquant ça avec le point de montage qui est ici, ou bien dans le fichier /etcfstab en indiquant ça là, ces commandes qui sont là. Ce fichier-là, rappelez-vous, c'est ce fichier ici, et je peux monter automatiquement cette partition de type F2FS. Si je crée une partition B3 FS, on doit installer ces outils sur son ordinateur de manière à pouvoir formater la partition. On peut changer le label, voilà, de la partition de cette manière. Et sur le NanoPi, on y accède comme ça. Pour autant, on va le voir après, il faut que le noyau Linux connaisse ce file system ici. On verra ça après ou dans le laboratoire. Pour celui-ci de file system, on doit installer ces informations-là. Donc on doit installer ces outils. Pour formater, on a cette commande-là. Sur NanoPi, ben, c'est toujours un peu la même chose. On doit indiquer quel type de partition on utilise. Pour XFS, ben, toujours un peu la même chose. Voilà comment est-ce qu'on formate. Et puis, ben là, je vois, là, il est vu comme une quatrième partition, c'est pas important ici. Mais on a ce type de partition-là. Pour le SquashFS, ça c'est un file system un peu particulier, qui lui est read-only. Voici les différentes versions de SquashFS. Il va comprimer les données avec ces algorithmes qui sont ici. SquashFS 4 supporte des fichiers qui sont plus grands que 4 GB. Il est surtout intéressant si vous voulez garantir qu'une partition n'est pas modifiable. Vous avez le SquashFS et un autre file system qui garantit aussi que les données ne sont pas modifiables, c'est RAMFS. Vous avez différentes caractéristiques. Effectivement, le SquashFS il est conseillé d'utiliser un SquashFS plutôt qu'un CRAMFS. Alors, si on regarde les compressions, vous avez ici les différentes versions de SquashFS jusqu'ici, CRAM, et puis vous avez le TAR qui est là. Et si on a les taux de compression qui sont donnés ici, on voit que dans le SquashFS, on a vraiment d'excellents taux de compression par rapport à d'autres ici, et que c'est tout à fait comparable au TAR, puisque c'est des algorithmes de compression tout à fait semblables. Si on a des petits fichiers, d'accord, 4 bytes ou 40 bytes, on voit pour SquashFS 4, CRAMFS, etc., les taux de compression, et on voit qu'on a vraiment des très très bonnes caractéristiques pour le SquashFS 4. Comment est-ce qu'on fait un SquashFS? On a le SquashFS s'appelle comme ça, dir SquashFS. Ça, c'est un fichier qui est une partition de type SquashFS. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? On a un répertoire data, puis config avec ces différents répertoires qui sont là. Et ce qu'on va faire, on va prendre ces répertoires qui sont ici, indiquer à une commande make SquashFS, et cette commande-là va générer un fichier ici qui est un fichier qui contient une partition SquashFS. Pour faire ça, on a cette commande-là qui permet de générer ceci. Comment est-ce qu'on peut utiliser un SquashFS? Donc on a, rappelez-vous, ce fichier-là, dir.squashfs. Si je veux visualiser ce fichier ici, on a, avec la commande mount, l'option loop. L'option loop permet de dire j'ai un fichier
qui est une partition, qui contient une partition, et puis permet d'accéder à cette partition par ce répertoire qui est ici. Donc on a créé le répertoire ici, je fais un mount loop, le type de partition que j'ai, la partition, et puis le point de montage. Après, je peux accéder à ça. Si on veut copier cette partition-là, ce fichier qui contient une partition, je le rappelle, dans une vraie partition, /dev sdb2, typiquement on a un memory stick, une clé USB qui a deux partitions et on aimerait copier cette partition-là dans celle-ci, eh bien on fait un unmount de ça, on utilise la commande dd. dd copie byte à byte ce fichier-là vers cette destination ici. Et ensuite, avec la commande mount, je peux accéder à cette partition-là. Et puis, par ce point de montage, et ça c'est l'indication de type de partition, après je peux visualiser ce qu'il y a à l'intérieur ici. Si je veux activer le SquashFS sur NanoPi, je dois configurer Buildroot et puis mettre dans File System et Flash Utility, il faut choisir le SquashFS avec ces options-là. Voilà. Pour un autre File System qui est le TMPFS. Donc ça, c'est un File System qui se trouve en mémoire RAM et qui est temporaire comme son nom l'indique. Ce File System il n'est pas créé sur disque dur, il est vraiment en mémoire RAM. Ce file system ici est extrêmement intéressant car il peut grandir et rapetissir dynamiquement. Vous aviez précédemment un RAMFS qui n'a pas cet avantage-là. Celui-ci, il peut grandir, rapetissir, il peut swapper des données sur le disque de swap. Et puis on peut lui dire aussi, tu peux grandir et rapetisser, mais tu peux grandir jusqu'à une certaine limite. Voilà. Donc celui-ci, le RAMFS ne peut pas faire de swap, et puis on n'a pas la possibilité de faire un resize dynamiquement. Donc actuellement celui-ci n'est plus utilisé, on n'utilise que ce TMPFS ici. Dans FSTab, on a ça là, TMPFS avec ce notefile. Celui-ci est obligatoire sur les systèmes Linux depuis la version de GCC Lib 2.2 car dans tout ce qui concerne les mémoires partagées, eh bien, une mémoire partagée sous Linux, quand on a des sémaphores partagés, des mémoires partagées, etc., on utilise ce TMPFS qui est là. Voilà comment est-ce que on utilise sur le NanoPi le TMPFS. Vous avez ce type de file system, le point de montage, et puis vous avez aussi var /var tmp. Il y a différents partitions temporaires qui sont créées comme ça sous Linux. Il y a un dernier que l'on va voir qui est le dev tmpfs. Celui-ci, c'est un file system qui génère automatiquement les notefiles qui sont connus par le noyau. On va utiliser ce dev tmpfs dans un prochain laboratoire où on va faire un initial RAM disk qui va populer le répertoire /dev avec des notefiles. Rappelez-vous, des notefiles, c'est
vous avez le user space, le kernel space et la liaison pour échanger des informations entre le user space et le kernel space. Une des méthodes, c'est d'utiliser des node files ici qui font la liaison entre le user space et le kernel space. Et ce dev tmpfs va initialiser les node files ici. Tout dépend de l'environnement dans lequel on est, mais pour un init ramfs, on n'a pas besoin du programme udev qui fait généralement ce genre de choses-là. Là, on verra quand on fera justement le laboratoire sur l'initramfs on aura besoin d'une commande de ce type-là qui va, eh bien, générer des node files ici dans ce slash dev et vous avez un exemple là. Vous avez ces différents node files qui sont automatiquement générés avec cette commande ici.